C'est meilleur. C'est bof comme tous les Tarantino. Ah, Zito. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale. Député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. On vient d'entendre un petit florilège de ce que François Bayrou nous a annoncé en fin de journée. Avant de commencer, je voudrais vous demander en un mot ce que vous avez pensé des annonces du Premier ministre. C'est des annonces d'une brutalité inouïe. C'est une véritable saignée sociale que le Premier ministre veut imposer au pays. C'est une folie, de mon point de vue. D'abord pour la souffrance que ça va produire et générer pour une grande partie des Françaises et des Français qui vont être directement impactés sur leur pouvoir d'achat par un certain nombre des mesures qui sont mises sur la table par le Premier ministre. Et c'est une folie aussi d'un point de vue économique, parce qu'en réalité, quand vous faites des politiques d'austérité budgétaire comme ça produit de la récession économique. Le budget cette année de François Bayrou, il a déjà diminué la croissance par 2. C'est les études notamment de l'OFCE qui fait cette démonstration. Je pense qu'avec ces annonces, il faut s'attendre à encore un impact sur l'économie du pays qui soit désastreuse. En fait, c'est un cercle vicieux. L'austérité budgétaire produit de la récession économique, ça produit de la baisse des recettes fiscales, et donc ça produit encore plus d'austérité. Et donc, d'ailleurs, au final, les gars, Manuel Bompard, il avait sourcé tout ce qu'il avait dit hier à la télé. Hein. Mais quand je vous dis, les gars, quand je vous dis tous les jours que la France Insoumise travaille, vous vous rendez compte que les journalistes ont fait l'avocat. Les avocats de François Bayrou, on voit bien qu'on est dans une trajectoire de merde, mais les journalistes ont quand même, enfin les économistes entre guillemets, hein, les éditorialistes économiques de BFM, de LCI et j'en passe, ont l'énergie de défendre un petit peu la politique de Bayrou, la politique de Macron, alors que ça fait des années qu'on va droit dans le mur. On est déjà dans le mur et on creuse encore les mecs. On creuse. Pas possible ça. Donc il a quand même tout sourcé. Il a tout partagé sur Twitter, tout est là, genre. 5,4% de déficit quand même. Mais c'est pas le sujet, en fait. L'austérité, elle dépend pas du niveau de déficit. C'est une politique de réduction, très concrètement, par exemple, là, sur les pensions de retraite, sur les allocations sociales, sur le RSA, qui vont se traduire par une baisse de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de réduction très importante des pensions de retraite. Ça, la réduction, pardon, elle est... Il n'y a pas de réduction très importante des pensions de retraite. Il n'y a même d'ailleurs pas de réduction des pensions de retraite. C'est une non-revalorisation sur la base de l'inflation, mais en termes de pouvoir d'achat, ça se traduit par une baisse de pouvoir d'achat. Les prix augmentent. Les Français payent l'inflation. Si l'inflation est stable, l'inflation va pas être à zéro, donc de facto, c'est une baisse. Si vous voulez, si on fait le calcul sur la base de prévision de l'inflation aujourd'hui, c'est 350 € en mois. Mais vous voyez, les gars, les journalistes, comment c'est des grosses merdes. Ils jouent sur les mots. Vous savez qu'il y a de l'inflation, vous savez que ça va être une baisse de pouvoir d'achat si les retraites ne sont pas revalorisées. Vous savez que c'est une baisse. Pourquoi vous ouvrez vos gueules? C'est une dinguerie quand même. Moyenne pour les retraités sur l'année. On va entrer dans le détail de pouvoir d'achat en moins. On va entrer dans le détail. C'est une baisse, mais c'est très concrètement. On va commencer par cette proposition, et je le disais, c'est sans doute la plus emblématique, celle qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs heures maintenant, cette suppression souhaitée par François Bayrou de 2 jours fériés. Tout à l'heure, on faisait un point sur l'ensemble des jours fériés. On est à 11 aujourd'hui en France. Vous dites quoi? Vous dites, comme vous l'avez dit précédemment, c'est une folie de supprimer ces 2 jours-là? C'est évidemment une manière de faire reposer l'effort sur l'ensemble des Françaises et des Français pour une recette pour le budget de l'État assez faible. On parle de 4 milliards d'euros sur un an. Et juste pour l'anecdote, pour vous montrer la dimension symbolique quand même de cette mesure, c'est à peu près le manque à gagner dû à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune en France. C'est-à-dire qu'en gros, on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune en France. Donc on a un manque à gagner du point de vue du budget de l'État de 4 à 5 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on va voir les Français, on vous dit maintenant, c'est à vous de travailler 2 jours fériés. Lui, vous répondrez et vous direz, mais en fait, la situation est tellement complexe que sur 43... Dofla, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de les appeler journalistes. Bon, les mecs, je vais dire quoi? Je vais pas les insulter non plus. Vous voulez qu'on les appelle quoi? Les charlatans? C'est quoi l'appellation officielle si on les appelle pas les journalistes? Vous êtes cruels quand même. Milliards, 800 millions. Ils ont une carte de presse, non? 5 milliards. Tocards, FDP, les clowns, chroniqueurs, les gauchefs bandits, les éditocrates, chiens, les journalopes, les menteurs, bouffons, propagandistes, god damn, tout ça. Chien de garde, j'aime bien. Franchement, les gars, chien de garde, je valide. Le SAV de la Macronie, les partisans du capitalisme. Jure, un nouveau sub. Merci Ghost, merci mon gars pour le sub, ça fait plaisir, merci mon gars. 6 milliards peut-être, c'est énorme. Alors voilà ce que je lui répondrai. Pourquoi la situation est complexe? Qu'est-ce qui a produit la situation de déficit dans laquelle on est aujourd'hui? Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'entends des commentaires sur les plateaux qui s'appuient sur un diagnostic erroné. Ah, vous êtes fort, le Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017,
les dépenses publiques, les dépenses de l'État, elles sont à peu près au même niveau en proportion du PIB. Ce qui a produit le déficit, les 5,45% de déficit, aujourd'hui, c'est la baisse des recettes de l'État. Ce qui a baissé depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, c'est les recettes. En pourcentage du PIB, ils ont diminué quasiment de 3 points. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux, je parlais de l'impôt de solidarité sur la fortune, cadeaux en grande majorité à destination des plus riches, des grandes entreprises. Ça a produit une situation de déficit. Et aujourd'hui, M. Bayrou vient nous voir et nous dit, bon, bah maintenant qu'on a fait des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises... Et lui vous dira, c'est la politique de l'offre que j'ai souhaitité pour attirer de l'étranger, pour essayer de relancer l'économie et réindustrialiser aussi. C'est sans doute ce qu'il me dirait, effectivement. Mais je pense que maintenant, on a un recul sur les la gars, j'ai envie de conséquence. faire une parenthèse vite fait, parce que j'ai reçu un message d'un viewer. Les gars, honnêtement, dans mon chat, comme ça, au moins, j'aurai une vision globale de mon chat. Les gars, vous en pensez quoi de... Merde, comment il s'appelle? De Juan Branco. Très honnêtement, les mecs. Juan Branco, vous en pensez quoi, le chat? Goat. C'est un bon, c'est un boss. Problématique. Sac à merde éclaté. Un problème. Agresseur sexuel. Pointeur. C'est un random. Charlatan. Ah, ok. Confus un peu. Ok. Mono-sourcil. Jamais compris si c'était un bon ou pas. Ben mec, je suis dans le même cas que toi. Je sais pas du tout si c'est un bon. J'en sais rien du tout. Parce que je sais que... Pas que mes streams, hein. Je sais que vous êtes des consommateurs de contenu politique et surtout des commentateurs politiques. Par exemple, Juan Branco, je sais qu'il commente l'actualité. Il commente et il apporte aussi des solutions parce qu'il a envie de participer à la présidentielle, de ce que j'ai compris. Mais le problème, c'est que je sais pas si c'est un bon genre. Je sais pas du tout, mec. J'ai jamais écouté ce mec. Peut-être qu'un jour, les gars, pour ma propre culture, j'aimerais bien en savoir plus sur le personnage. Faudrait un jour que j'écoute Monsieur Juan Branco pour me faire une idée définitive sur la personne, genre. Un mec m'a dit ce matin au boulot qu'il aurait aimé voir Juan Branco président et il déteste Mélenchon. Regarde le chairman et Juan Branco pitié. Mais il y a de la politique dans le chairman ou pas? Parce que je sais que le chairman, il avait reçu David Guiraud aussi. Il est full complotiste. Bon. Par contre, le moment où il avait attaqué Hanouna, c'était bien marrant quand même. On l'avait stream en plus ce jour-là. Mais sinon, je sais pas. Donc là, lâche-le, pardon, c'est une vraie merde. Cette femme l'accuse de viol. Ah ouais, damn, god damn. Ah, c'est sombre ça. Hein. De cette politique. Il y a 15 jours, on a appris que la France a atteint un record historique du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Le chômage repart à la hausse. Il est dur à cerner les personnages. La part de l'industrie dans le PIB est inférieure à 10%. C'est un résultat historiquement bas. Donc moi, je veux bien qu'ils me disent ça. Mais sauf que sa politique, elle se traduit par un fiasco, un échec. Et justement, précisément, vous avez raison, ce que je regrette, c'est que j'ai l'impression d'un pays qui va dans le mur et d'un Premier ministre qui accélère en klaxonnant. Bah, pardon, mais moi je pense qu'on peut s'attendre au contraire. Hein, et on pourrait demander, exiger un changement de politique. D'ailleurs, je voudrais dire, et c'est une dernière chose, quand même, quel est le mandat populaire dont dispose M. Bayrou pour mettre en œuvre cette politique? Il y a eu des élections législatives l'année dernière. C'est pas les mesures proposées par M. Bayrou qui ont eu une majorité des votes des Françaises et des Français. C'est pas vrai. Personne n'a eu de majorité absolue. Ça, c'est vrai. Mais même relative, ça n'existe pas aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. La majorité relative, enfin, pardon. Vous êtes 192, ça n'existe plus, la majorité relative. Plus, hein. Non, parce que je sais pas, parce qu'après 2022, les macronistes n'avaient pas de majorité absolue et tout le monde disait qu'ils avaient la majorité relative. Donc quand c'est pour les macronistes, il y a une majorité relative. Ça, c'est le bloc central. C'est Horizon, Modem, Renaissance, EPR et puis les LR qui sont dans le gouvernement. Monsieur Barbier, ils Guingois, je suis d'accord, mais ils ne sont pas présentés ensemble aux élections. Non, mais ils ont fait une alliance après, c'est valable aussi. A posteriori, sur le dos des électrices et des électeurs, c'est ça. Si vous, ça vous convient, ça vous convient. Ça va pas nous convenir ou pas, c'est pas la question ce soir. Les alliances au Parlement, ça arrive souvent. Je réagis au rebond, mais la question ce soir, c'est qu'aujourd'hui, M. Bayrou n'a pas de mandat populaire pour mettre en place la politique qu'il est en train de mettre en place. C'est un coup de force. Il a été nommé par le président. Au moins, les journalistes, ils peuvent se mettre d'accord là-dessus. Mais regardez-moi les chiens de garde, les gars. À chaque fois que Manuel Bompard, il ouvre la bouche, c'est faux ce que tu dis, il n'y a pas de majorité. Mais mec, c'est vraiment abusé quand même. Dans la République. Très bien. Mais quels sont les candidats et les candidats qui, dans leur programme aux élections législatives, ont défendu la suppression de 2 jours fériés? Vas-y, dites-moi lesquels. Mais monsieur Bompard, ça arrive régulièrement que des mesures soient décidées après des élections. Ah, d'accord. Mais non, mais vous, ça vous convient. Et par ailleurs, où est le coup de force?
Il a respecté la Constitution. Non, oui, bon, après, vous voulez qu'on refasse ce débat. Et puis surtout, on va avancer. Ce sera à vous de voter ou à le refaire. On va avancer. Il y a tellement de choses. Mais il n'y a pas une démocratie occidentale où la formation politique ce soir. Il y a tellement de choses ce soir. Oui, restons sur les sujets de ce soir. C'est d'avancer sur ce qui concrètement va pouvoir avoir des conséquences très factuelles. L'année dite blanche, alors justement, qui est une année noire en vérité, ou une année rouge. Vous disiez rouge ce matin. Maintenant, ouais, rouge ou noir, ça dépend comment on voit les choses. Mais il faut que les gens comprennent en termes de conséquences. Conséquences très concrètes. J'ai donné un chiffre pour les retraités, 350 € en moyenne. Une personne qui vit du RSA aujourd'hui dans notre pays, il y a 75% des personnes qui vivent au RSA qui sont sous le seuil de pauvreté. On va lui enlever 100 € dans l'année. Ça, c'est concret. C'est pas des chiffres, des tableaux Excel, etc. C'est la vie concrète des gens. On nous dit, on va geler tous les budgets à part celui de la défense. Tous les budgets de l'État. Très concrètement, ça veut dire du manque à gagner pour, par exemple, le budget de l'éducation nationale. C'est entre 600 et 700 millions d'euros en moins dans le budget relativement à la hausse des dépenses. J'ai fait le calcul. C'est l'équivalent de 10 000 postes d'enseignants. Donc c'est 10 000 postes d'enseignants en moins, c'est des soignants en moins. 10 000 postes d'enseignants en moins, et d'ailleurs il veut supprimer des postes dans l'éducation les gars aussi, faut savoir ça. Putain. C'est moins d'aide publique, par exemple, pour la rénovation des logements, alors qu'on est confronté à une urgence climatique et environnementale totale. Donc moi, le jour où vous allez me présenter le français qui va me dire, moi je suis d'accord pour que dans l'école de mes enfants, il n'y ait plus de professeurs, parce que M. Bayrou a décidé qu'on gelait le budget de l'éducation nationale, je veux bien en parler avec lui, mais je pense qu'il n'existe pas. Oui, mais quand vous êtes dans un pays qui a 3300 milliards de dettes, qui est au bord de d'être mis sous tutelle quasiment du FMI, des agences de notation, il faut bien un moment... Vous avez lu les pourquoi vous faites comme ça, Manuel Bompard? Pourquoi vous faites haut de la tête un budget, un moment, il faut bien... Il a trop dramatisé la situation, François Bayrou? Évidemment. Ah, c'est pas grave. Mais c'est pas que c'est pas grave, mais est-ce que vous savez, par exemple, je sais pas, peut-être ça pourrait être intéressant que vous le sachiez, que la dette en France est inférieure, par exemple, à la dette aux États-Unis, et inférieure, comment il s'excite, calmez-vous, laissez-le parler. Est-ce que vous savez que la charge de la dette en France aujourd'hui, elle est inférieure à la charge de la dette en France au début des années 2000? Non, mais je veux bien qu'on me dise qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle. Ça fait 20 ans. Les uns après les autres. S'il vous plaît, Gaëtan, est-ce que c'est vrai? Vous voyez hocher de la tête. La charge de la dette est passée de 50 milliards à 70 milliards. Madame, il y a 2 jours, pardonnez-moi, laissez-moi terminer. Mais c'est pas vrai. Il y a moi, je veux bien, vous vérifierez les charges de la dette, elles sont inférieures aujourd'hui au début des années 2000. Et donc, il y a 2 jours, la France a emprunté... Ils ont eu le même débat hier avec monsieur... J'espère qu'ils se trompent pas quand même, Manuel Bompard, les mecs, parce que le débat sur la charge de la dette par rapport aux années 2000 à aujourd'hui, elle est moindre. Et du coup, il a eu ce clash-là contre l'anglais, l'économiste qui n'est pas un économiste, mais plutôt un littéraire, quoi. Et du coup, ils ont le même débat aussi avec cette meuf sur BFM TV. Ils parlent en pourcentage. Ok. Moi, je vous crois le chat, là. Je me range de votre côté. C'est à 10 ans. Il a sourcé sur Twitter d'ailleurs. Supérieur à celui de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés financiers ont davantage confiance en l'Espagne, Portugal et en la Grèce plutôt qu'en la France. Et pardon, mais juste pour toujours être très pédagogue, ça repose sur quoi quand vous dites il y a plus de confiance dans ces pays-là par rapport à la France? Nous prête moins cher et prête moins cher aux autres. On emprunte à combien, madame? Chaque mois, la France est obligée d'emprunter sur les marchés financiers pour refinancer sa dette et pour payer un certain nombre de prestations. Ça c'est le déroulé normal. Le fait est que notre dette s'est accrue, la charge de la dette s'est accrue et que nos taux d'emprunt déjà à 5 ans, c'est accru, et celui à 10 ans, qui est encore plus révélateur, c'est accru également. Donc il y a péril en la demeure, il faut prendre des mesures pour inverser cette tendance et redonner la confiance. Non mais voilà ce qu'on va faire, c'est simple. Parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Voilà ce qu'on va faire à l'issue de l'émission. Je publierai l'évolution sur les 20 dernières années de la charge de la dette en France. Et c'est ce qu'il a fait, les mecs. Il a publié. Et on verra qui avait raison et qui avait tort. Alors, je le disais, Manuel Bompard. 70 milliards, premier budget, c'est n'est jamais arrivé. On va avancer. La charge de la dette, monsieur Barr. C'est ça, la charge des intérêts. Je vous le disais tout à l'heure, l'émission. Mais les gars, quand tu écoutes les journalistes, et là vous le voyez pas à votre écran, mais il y a un gars, je sais pas comment on appelle ça, téléspectateur BFM TV, lorsque vous recevez des LFI ou RN et qu'ils ne sont pas d'accord avec Bayrou, demandez alors ce qu'ils proposent. Et quand tu écoutes les journalistes sur BFM TV, j'ai l'impression que ça dérange personne. Et c'est ce que je vous ai dit, les gars, pour ceux qui sont présents sur Twitter, vous l'avez vu hier à travers des commentaires par-ci par-là, il y a des personnes, ça les dérange pas d'avoir 2 jours fériés en moins.
ça dérange personne, j'ai l'impression, en France. J'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle. J'en ai pas là. Ma mère, elle a pété sa tête, les gars. Elle a la retraite. Elle a la retraite au mois de décembre. Paix, voilà, paix. Le capitalisme lui a écrasé le dos pendant 45 ans. Mais les gars, elle a pété sa tête, genre. J'ai l'impression que ça dérange personne, cousin. C'est ça, la télé. Mais j'ai le sentiment que c'est pas que la télé, mon gars. C'est ça qui me rend fou. C'est ce que je ressens, les gars. J'ai l'impression que c'est pas que la télé. On dirait qu'il y a une partie des Français, je ne dirais pas des bourgeois forcément, les gars. Mais c'est des Français un peu modérés, pas forcément dans les extrêmes, que ce soit dans l'anticapitalisme ou que ce soit du côté de l'extrême droite. J'ai quand même le sentiment que il faut passer par là pour désendetter l'État. Mais j'accepterai jamais ça, moi. Je ne vais jamais accepter ça, genre. À quel moment t'acceptes de combler, de combler le déficit en supprimant 2 jours parce que des incapables étaient incapables... Enfin, parce que des incapables n'ont pas su gérer notre argent correctement, genre. Très peu, je pense. Bah, j'espère qu'ils sont minoritaires, les mecs, hein, parce que moi, je les vois sur Twitter. Hein. Pouah. Je pense qu'ils sont juste résignés. Pouah, si t'es résigné et tu finis par baisser les bras et accepter qu'on te retire des jours fériés, oulala là là. Après, ça dépend des corps de métier quand même. Parce que moi, par exemple, je vous ai dit, dans tout ce qui est auto-entrepreneuriat, artisanal, etc., artisan, pardon, t'as pas de jours fériés. Les jours fériés n'existent pas. Voilà. Donc les jours fériés, c'est peut-être dans les entreprises privées, peut-être dans les hôpitaux publics. Je sais que dans mon hôpital privé, tu travaillais en jours fériés. Dans le privé, en tout cas, dans le privé. Fonctionnaire, t'as encore les jours fériés. Éducation nationale, t'avais aussi des jours fériés. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métiers où t'as pas de jours fériés aussi. Donc, bon, je sais pas. Ça a été chiffré à 2 milliards d'euros, en tout cas, son travail pendant les jours fériés. Merci Galactique pour le sub, merci mon gars. Résigné, oui, ils le sont, c'est un fait, mais là, ils gueulent. Eh ben, en tout cas, j'espère que cette proposition va réveiller les Français pour se dire, frérot, faut attaquer les ultra riches, là, c'est pas normal, ça, hein. Pas normal, hein. Chaque année, est interactive, il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Alors faites le travail de comparaison. Qui nous arrive, et à cette question qui nous est aussi adressée, nous directement, lorsque vous recevez des membres de la France Insoumise ou du Rassemblement National et qu'ils ne sont pas d'accord avec Bayrou, demandez alors ce qu'ils proposent. Je vais prendre la question de proposer. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Moi, on parle de 40 milliards d'euros. C'est l'objectif qu'a fixé François Bayrou. Oui. Je vous propose 2 mesures qui ont une recette estimée à 40 milliards d'euros. La première, c'est mettre en place ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire un impôt minimum de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Qui dépasse 100 millions d'euros, ça représente 1800 contribuables. Exactement. Donc ça rapporte 20 plus de 100 millions d'euros. Ça rapporte à peu près 20 milliards, c'est la moitié de l'effort nécessaire. La deuxième mesure, et je veux préciser que ces 2 mesures-là, vous voyez, il y avait une majorité de députés qui l'ont voté l'année dernière, au moment où on a débattu du budget sous M. Barnier. Ces mesures-là, ces propositions-là, la première, la taxe Zuckman, la deuxième, ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises, c'est-à-dire une mesure qui consiste à dire qu'une entreprise qui fait du chiffre d'affaires en France, mais qui déclare ses bénéfices dans un autre pays, pour ne pas payer le taux d'impôt qu'il devrait payer en France, soit contraint de le faire en France, c'est-à-dire qu'on l'impose sur la base du chiffre d'affaires réalisé en France et pas du bénéfice déclaré en France. Ça, la recette estimée, elle est autour de 25 milliards d'euros. Si ça marche, c'est-à-dire s'ils partent pas produire ailleurs. Donc il faut que ça soit européen pour que ça soit efficace. Il faut que ça soit mondial. Européen. Pas du tout, monsieur. Pas du tout, pardon, parce que là, on parle d'entreprises qui réalisent leur chiffre d'affaires en France, soit considérer qu'elles vont s'asseoir sur le marché français, ce que je ne crois pas du tout. Quant à la question de la taxe Zuckman, personne ne dit jamais que tous les études qui ont été faites, notamment au moment de l'ISF, sur est-ce que si vous supprimez l'ISF, ça organise le retour fiscal. J'imagine trop, merci Kaga pour le sub, j'imagine trop la tête de Zuckman. J'aimerais bien être dans sa tête. Le mec, je pense qu'il est convaincu. Il est convaincu que son idée est bonne pour au minimum alléger un petit peu la dépense publique, etc. Taxer les riches pour un petit peu assainir nos dépenses publiques. Mais personne ne veut mettre en place sa taxe. Alors que ça a été une demande d'Emmanuel Macron de base. Hein. Personne n'en veut, genre. Ouais, je l'ai lu le thread de Bam. Je l'ai lu. Il a les boules. Ça se sent qu'il a les boules, monsieur Zuckman. Grand respect pour ce monsieur qui a eu un prix, en tout cas pour l'économie, pour tous ses travaux, pardon. Et franchement, hier, il s'est fait insulter en plus. Hein. Ah, il a eu son prix Nobel ou je ne sais pas quoi. Je pense pas qu'il parle de lui, mais ça a un petit peu descendu ce personnage. Alors que, frère, il s'est fait vanner par monsieur l'anglais qui a rien d'économiste à part son crâne d'œuf, gros. C'est dinguerie, genre. L'idée vient pas que de lui. Macron
Ou tu parles de la taxe Zuckman. Mais je pense que Zuckman, il a pas travaillé seul, hein. Je pense pas qu'il a travaillé seul. Je pense qu'il était un petit peu entouré. Faire un truc comme ça, ça demande beaucoup de boulot, hein. Peut-être qu'il était peut-être une dizaine à travailler sur la taxe. Peut-être, mais peu importe, on s'en fout. Ça n'a pas été mis en place. Voilà, c'est une dinguerie. Ou au contraire, est-ce que si vous mettez un ISF, il y a des gens qui vont partir? On montrait que cet impact était marginal. C'était quelques unités. Pourquoi ça n'a pas marché en 2012 alors? Une partie des Françaises et des Français. Mais l'ISF, ça a très bien marché. C'est une décision purement dogmatique d'Emmanuel Macron de le supprimer. En tout cas, la personne, par votre intermédiaire, m'a posé une question. Après, on peut contester, on peut ne pas être d'accord avec moi. C'est la politique à démocratie. Voilà. Mais vous cherchez. En gros, il y a plusieurs chemins. Il y a ce que je propose, ce que nous proposons, avec ces deux mesures, où il y a ce que propose M. Bayrou, attaquer aux retraites, attaquer aux jours fériés. Mais pas que. Quand François Bayrou... pardon, mais les impôts, là, en l'occurrence, c'est M. Bayrou qui les augmente, c'est pas moi. Hein. Quand François Bayrou dit qu'il souhaite demander, je cite, un effort particulier à ceux qui ont la capacité... J'ai envie de l'enculer, ce journaliste. Putain, il a le sourire en plus, il a un petit sourire de merde. Comment je le déteste. C'est vraiment des chiens de garde, vous avez raison, les mecs, hein. Ils ont rien de journaliste, ces petits bâtards là. Capacité de contribuer davantage en ciblant les ménages les plus modestes, les plus aisés, pardon, ou encore les grandes entreprises. Il y a Annie qui pose une question. Retraité depuis 9 ans, j'ai travaillé depuis mes 18 ans, je suis déjà très très juste. Pourquoi ne pas taxer ceux qui ont du patrimoine? Ben voilà Annie. Il n'y a pas que Tibbers dans la vie. Elle pose des bonnes questions. Autre sens. Voilà. Mais il le fait pas. Enfin, il dit qu'il va saisir la commission des finances. Je vous constate que c'est assez flou, qu'on n'a pas encore les comptes. Bizarrement, sur ce sujet, c'est très flou. Sur le reste, c'est très précis. C'est une taxe qui existe déjà. C'est la reconduction d'une taxe qui existait cette année. Donc, c'est 250 000 euros pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple. Et c'est une taxe qui a rapporté en 2025 1 milliard d'euros. Et donc, elle serait reconduite. Donc, elle rapporterait. La madame l'a dit. Là, je ne conteste pas ces chiffres. Elle a tout à fait raison. C'est une taxe sur l'assiette sur laquelle elle est installée est très faible, donc ça a produit 1 milliard de recettes. Mais Monsieur Jeudi me disait, c'est moi qui veux augmenter les impôts. Je crois que Monsieur Jeudi a pas bien écouté. Si, j'ai bien écouté. Mais vous, vous les augmentez fortement. Non, pas du tout. Vous proposez deux mesures qui sont des mesures. Oui, mais en fait, c'est le problème du débat public sur ce sujet. En fait, c'est que, pardonnez-moi, mais moi, la mesure dont j'ai parlé, elle repose sur 1800 personnes. Vous en êtes d'accord? 1800 contribuables, c'est le chiffre que vous avez donné. Le fameux patrimoine qui dépasse 100 millions d'euros. Je crois des contribuables. Les propositions faites par M. Bayrou, elles reposent sur tout le monde. Si vous refusez, par exemple, de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu, ça veut dire à peu près 600 000 personnes supplémentaires qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu et plus de 15 millions de foyers qui vont voir leur impôt sur le revenu augmenter. Ça, c'est ce que propose M. Bayrou. C'est pas ce que je comme le dit Bruno, oui, allez-y, Bruno. Vous voulez taxer des gens des gens riches, des gens aisés, très aisés, qui partiront. Mais non, mais les entreprises, elles resteront. Donc arrêtez cet argument de merde. Oh là là, j'en ai marre de cet argument. Ils vont partir. Donc on fait rien, genre. On fait rien, on reste les bras croisés, on fait rien. J'en ai marre d'entendre ça, les mecs. Putain, arrêtez d'être les chiens de garde des ultra riches. Arrêtez d'être les chiens de garde des ultra riches. Ils vous connaissent même pas, les journalistes. Putain. Je vais vous répondre. Vous allez voir, je vais vous Vous les aurez pas, vos 20 milliards. Attendez, monsieur Jeudi, le problème c'est que vous n'avez pas travaillé avant l'interview, ça c'est fatigant. Manuel Bompard, vous faites à chaque fois le coup du mépris. Allez-y. À chaque fois vous faites le coup. Non, mais je vais désagréable. Mais je vais vous dire pourquoi. Mais je suis pas du tout désagréable. Vous êtes désagréable. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la taxe Zuckman telle qu'elle a été proposée à l'Assemblée nationale, il y a un dispositif anti-exil fiscal qui fait que si des gens partent pendant 5 ans, ils continuent à s'acquitter de l'impôt en France. Donc en fait, ils ne peuvent pas partir parce que s'ils partent, les impôts vont continuer à les poursuivre. Comme par exemple, vous faites la moue. Mais les États-Unis le font. Et nous, on pourrait pas le faire. Les États-Unis peuvent le faire et nous, on pourrait pas le faire. Donc, pardon, monsieur Jeudi, c'est pas pour être déplaisant. Bah attends, wesh, il a réagi comme moi hier. Attends, mais c'est une blague. Et nous, on pourrait pas le faire. Les États-Unis peuvent le faire et nous, on pourrait pas le faire. Mais putain, il a réagi comme moi. Mais c'est mon jumeau, en fait. C'est mon jumeau. J'ai exactement réagi comme lui hier. On fait rien, genre, les États-Unis, ils ont l'exit tax, mais nous, on peut pas mettre l'exit tax en France, genre. Mais putain, c'est une dinguerie, genre. Ça va, mon gars, Manuel Bompard, mon gars, ça va ou quoi? T'inquiète, je vais être député, je vais être à côté de toi, t'inquiète, j'arrive fort, mon gars, j'arrive fort. Donc, pardon, monsieur Jeudi, c'est pas pour être déplaisant avec vous. Mais manifestement, ce détail-là, vous avez échappé. Sauf qu'aux États-Unis, vous n'avez pas le même niveau, le même niveau de dépenses sociales, le même niveau... Il y a une dette plus importante qu'en France, mais ça n'a pas l'air de vous déranger, Jean-Marc Sylvestre, je vous vois très... En vrai, putain, ça... Tu vois, je répète en stream, les mecs, hein. Je répète en stream à chaque fois, et je ne changerai pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la France insoumise. Je peux l'entendre.
idéologiquement, je peux l'entendre. Vous êtes à l'opposé de leur politique, leurs propositions, etc. Je peux l'entendre. Mais ça, vous préférez, les gars, franchement, vous préférez prendre un poulet KFC avec ces journalistes BFM TV ou avec Manuel Bompard? En vrai de vrai. Mais les gars, tous les jours, je prendrais mon poulet KFC avec Manuel Bompard quand même. Je sais pas. Regardez-moi les journalistes, comment c'est des putains de chiens de garde, gros. À chaque fois que Manuel Bompard il propose quelque chose en rapport avec les ultra-riches qui sont devenus encore plus riches, on le sait, ils ont doublé leur patrimoine, ils ont doublé leur richesse. Dès qu'on a une proposition pour attaquer le grand capital, les journalistes levés de bouclier. Et wesh les gars, c'est un truc de ouf quand même. À quel moment les journalistes sont aussi devenus nuls à chier comme ça dans leur travail, genre? Et les journalistes, et j'empoisonne leur poulet. Wesh, carrément. Très attentif depuis tout à l'heure, écoutez les échanges. On le disait, c'est de la politique. Oui, non, les avis sont très différents et c'est normal. Je suis très frappé que la majorité des critiques ou des commentaires qui sont faits sur la proposition Bayrou portent essentiellement sur la fiscalité. C'est-à-dire que, à vous écouter, M. Bompard, mais comme certains autres personnalités politiques, la seule solution qui pourrait exister à la restauration de l'équilibre budgétaire, c'est une ponction fiscale. Alors que nous sommes déjà le pays le plus fiscalisé. Moi, ce que j'aimerais, c'est entendre de chez vous des commentaires, des analyses sur l'aspect dépenses publiques. Est-ce qu'il n'y a pas trop de dépenses publiques? Ce que pensent les Français. D'ailleurs, quand ils regardent les chiffres, on est quand même le pays où le montant de la dépense publique, je parle sous le contrôle c'est à peu près, on est aujourd'hui à 55-56% du PIB, ce qui en fait un pays socialiste, quoi, socialisé, quoi. En gros, majorité de dépenses publiques, avec des services publics qui ne conviennent pas aux Français. La majorité des Français considèrent que ça ne marche pas. Et ils n'ont pas tort. L'éducation nationale, ça ne marche pas toujours. L'hôpital, ça ne marche pas toujours. Les collectivités locales, c'est compliqué, ça ne marche pas toujours. Alors, ils payent. Vous voyez, les gars, quand il dit ça ne marche pas toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que privatiser, ça va résoudre le problème. Et du coup, c'est comme ça qu'on va commencer à privatiser, grignoter encore et encore et encore. Vous allez voir, les gars. Ça passe par des commentaires comme ça, les mecs. Beaucoup d'argent, mais ça ne marche pas. Quelle solution on peut avoir là? Je vais vous donner une idée, mais d'abord, je suis un peu surpris parce que vous faites des comparaisons entre des pays qui n'ont pas le même modèle social. En France, vous dites qu'il y a une partie... Je n'ai pas parlé de comparaison avec d'autres pays. Attendez, monsieur, vous avez donné un pourcentage de dépenses sociales. Oui, les pays de l'OCDE. Et quand vous le comparez... Les grands pays de l'OCDE. C'est pas grave, monsieur, on débat, il n'y a pas de problème. Mais vous le comparez à d'autres pays dans lesquels, par exemple, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, en fait, dans lequel c'est pas de la dépense publique, mais c'est de la dépense privée, par exemple. Parce qu'il faut avoir des assurances de santé qui ne sont pas dans la sécurité sociale. L'Allemagne, les gens sont très bien soignés. Non, mais monsieur, si c'est le modèle que vous défendez, il n'y a pas de problème, vous pouvez le défendre, mais moi, c'est pas celui que je défends. Maintenant, monsieur, je vais quand même aller dans le sens. Il y a un rapport sénatorial qui a été fait il y a quelques jours qui démontre que les aides... Les aides, les gars, 211 milliards d'euros, ça arrive, les mecs. Publiques aux entreprises sont supérieures à 200 milliards d'euros chaque année. Vous savez à quoi elles servent? Tout confondu. Tout confondu. Des baisses de charges. Baisse de charges sur les salaires, les bas salaires. Des baisses de charges. Vous voyez, les gars, il a donné un chiffre. Hein. Il a donné un chiffre. Écoutez les chiens de garde, non, c'est trop dinguerie. D'embauche. Alors, moi, j'appelle pas ça des charges en langage français, j'appelle ça des cotisations. Arrêtez de jarter. C'est du salaire. C'est quand même pour l'emploi. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un déficit de la sécurité sociale si vous financez des baisses de cotisations. Mais, monsieur, vous me demandez des pistes d'économies possibles. Je vous dis, là, il y a des économies possibles. J'entendais monsieur Bayrou tout à l'heure, pour faire peur à tout le monde, disait chaque seconde, la dette... 5 000. Chaque minute. 5 000. Est-ce que vous savez... Par exemple, 6 500 euros par seconde pour 10 000, Éric Coquerel, 15 000, il avait 20 000, etc. Sauf que depuis qu'on a parlé 4 secondes, okay. C'est 6 700 euros. Et chaque seconde, je vous propose de faire le même calcul avec 6 700 euros qui sont versés en aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Si. Ça, bizarrement, ce calcul-là, personne ne le fait. La contrepartie, Manuel Bompard, c'est qu'ils embauchent des salaires, et notamment des petits salaires qualifiés. Sauf que peut-être cette contrepartie, faut mieux l'organiser, mieux la chiffrer, mieux la négocier avec elle. Mais mieux la négocier. Ces aides aux entreprises vont pas directement dans la poche des actionnaires. Elles créent de l'emploi au passage. Alors c'est pas forcément assez équilibré, pas assez dynamique. C'est sans doute dysfonctionnel à de C'est bizarre. Pourquoi il y a eu un record de versement des dividendes historiques l'année dernière? S'il n'y a pas de lien entre les deux. Si aujourd'hui on supprime ces aides, lundi vous avez 500 000 chômeurs de plus. Vous leur dites quoi ces chômeurs? Vous le savez, les PME qui profitent de ces aides. Ce n'est pas vrai. Souvent.
embauchent grâce à ça. Il n'y a pas que des grands groupes. Ce n'est pas vrai. Mais si. On a déjà eu ce débat il y a quelques années. Je me rappelle de monsieur Gattaz, président du MEDEF à l'époque, qui disait il faut qu'on ait les 20 milliards d'euros de ce qui s'appelait le crédit impôt compétitivité emploi. Elle baisse précisément de cotisation et ça va créer 1 million d'emplois. Mais ça a créé des emplois. On a créé 1 million d'emplois. Je suis désolé, mais à un moment vous êtes sur une chaîne d'information. Attends, elle a dit quoi la meuf? Elle a dit quoi, pardon, excusez-moi? De cotisation et ça va créer 1 million d'emplois. Mais ça a créé on a créé des emplois. On a créé 1 million d'emplois. Je suis désolé, mais à un moment... Ça peut se vérifier cette source ou pas, les mecs? Ça a vraiment créé 1 million d'emplois ou pas? À un moment vous êtes... Non, parce que faut dire les termes aussi, les mecs, hein. La gueule du million d'emplois. Est-ce que c'est le million d'emplois, genre des emplois ubérisés? C'est quoi la gueule des emplois? C'est des bons CDI, c'est des bons emplois ou c'est de la merde, genre? Sur une chaîne d'information, il y a des rapports d'évaluation qui ont été faits, madame, qui parlent de entre 50 et 100 000 emplois. Donc moi, je veux bien qu'en fait, on puisse dire tout et son contraire maintenant. Mais dans ce cas-là, je veux dire, il n'y a plus rien qu'à une valeur. On est assez cette politique-là ne produit pas d'emploi. On va avancer. Il y a encore beaucoup de thèmes. Un peu précis. Il y a beaucoup de thèmes à aborder. On a entendu ce que vous venez de dire, Manuel Bompard. Avançons sur cette également annonce de suppression concernant les fonctionnaires. En allemand, répète pas son argument, s'il te plaît, Dofla. Mais frérot, il faut quand même que je vérifie. J'ai besoin de savoir. Parce que là, il avait parlé du crédit impôt compétitivité. Ça, c'était sous Hollande, ça. Est-ce que ça a créé 1 million d'emplois, genre? Est-ce qu'il n'y a pas un article, un journal qui a réussi à... Ah putain, il y a l'INSEE. Il y a l'INSEE, les mecs, qui a sourcé le bail. Il y a l'INSEE qui a sourcé le bail. Ils ont fait... Alors, là, on parle de réduction des charges des entreprises de 20 milliards. Donc, résultat de l'INSEE, enfin, ils ont fait les comptes. On est très loin du compte. 100 000 emplois, mec. Ça a créé 100 000 emplois. J'ai envie de péter ma tête, gros. Et c'est l'INSEE, les mecs, hein. C'est l'INSEE. On va pas venir me dire que l'INSEE a dit de la merde, de je ne sais pas quoi. Oui, il a dit le chiffre, excusez-moi, c'est vrai qu'il a dit le chiffre. Mais les gars, on est loin du... Il manque 900 000, frérot, là, c'est... De pute, il manque 900 000, sale bâtard, genre. Merci, hein, vraiment, hein. Merci. Non, mais vous vous rendez compte que... Après, Hollande aussi, c'est une grosse merde, hein. Parce que Hollande, il a donné aux entreprises cette possibilité de baisser leurs charges à hauteur de 20 milliards, mais il n'y a même pas de contrepartie contraignante, genre... Aucune obligation légale de recruter, d'embaucher. Il n'y avait rien, genre. Il n'y avait rien. Et quand Bompard, il avait parlé de dividendes qui ont fait que d'exploser, etc., bah, les entreprises, ils ont amélioré leur marge. Et du coup, bah, les actionnaires, etc., ils s'en sont mis plein les poches, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sauf là, faut inverser l'idée. Les entreprises nous doivent 18 milliards, je te jure, gros. Vraiment, je te jure. Macron, il nous a... Ah, je sais pas, putain. Moi, le truc, ce qui me trigger le plus, hein. Macron me trigger, Bayrou me trigger. Mais qu'est-ce que ça me tilte de voir des journalistes, c'est du jusqu'au boutisme. Défendre la politique de Macron en disant que les idées de LFI, c'est de la merde. Mais comme si les idées de Macron, c'est pas de la merde. Genre, les idées de Macron, tout va bien, du coup. Tu vois pas quand depuis 2017, on est dans la merde? À quel moment tu contre-attaques, tu contre-argumentes les idées de LFI en pensant que les idées de Macron sont meilleures? Pitié, genre. Pitié. Je t'en supplie. Il mange à toutes les gamelles. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, les gars. Faut que ça s'arrête. C'est pas normal de défendre jusqu'au bout Monsieur Macron l'orphelin, genre. Ça y est, chef. Ça y est, ça y est. Putain. François Bayrou nous dit aujourd'hui 3000 suppressions de postes en 2026. Et puis à terme, en 2027, là, l'objectif, c'est un non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. J'imagine votre réponse, évidemment, sur ce point. J'imagine sa réponse. Bah en fait, c'est le retour à la politique qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy quand il a été président de la République. Ça s'appelait la Revue Générale des Politiques Publiques. À l'époque, on disait un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite ne va pas être renouvelé. Ça s'est traduit sur 5 ans à 70 000 postes d'enseignants en moins, 12 500 de mémoire postes de policiers en moins. Et une fois que le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'est terminé, tout le monde a dit bah ça nous a quand même conduit à faire des bêtises. Donc il faut surtout pas réintroduire une mesure d'une telle brutalité et sans aucune discussion et réflexion. Donc je suis un peu surpris que M. Bayrou prenne une mesure qui manifestement a fait un fiasco. Et comme je le disais tout à l'heure, maintenant moi j'attends de voir
pour rentrer dans les détails, parce que c'est pas juste des chiffres, en fait, c'est des conséquences concrètes sur la vie des gens. Dans quel service public on va supprimer des fonctionnaires? Vous seriez d'accord pour dire on touche pas à ceux qui sont sur le terrain en contact avec les usagers, policiers, magistrats, enseignants, hospitaliers. En revanche, dès qu'on est dans du bureau bureaucratisant, si j'ose dire, du fonctionnaire à paperasse, là, ça y est pas, faites attention. Non mais attendez, ils sont très bons, ils sont formidables nos fonctionnaires, mais certains, ils produisent que de la paperasse, de la norme, des dossiers. Ils voient pas les Français. La bureaucratisation de la fonction publique, c'est pas ma politique. Eh oui. C'est le résultat des politiques qui ont été mises en place pendant des années et des années. Là, on peut faire un effort. Non, peut-être que dans ce cas-là, si vous voulez, on peut les redéployer sur le terrain parce qu'il en manque sur le terrain. Exactement. Ça, moi, j'aurais pas de problème. Mais je vais vous dire, dire, on les remplace pas. Il en faut pas. Ah si, il en faut pas. Il en faut pas moins des fonctionnaires, il en faut davantage. Il en faut plus sur le terrain, mais moins dans les bureaux. Vous êtes d'accord? En global, il en faut davantage pour pouvoir faire face aux besoins en termes de services 5,8 millions en France. Oui. Ça fait à peu près 9-10% de l'électorat. Je comprends que vous les flattiez. Non, je les flatte pas. C'est pas possible. Mais la question, c'est au regard. Oh là là, il parle d'électorat, genre il veut flatter les fonctionnaires, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais un peu de sérieux, les journalistes aussi, pitié, genre. Un peu de sérieux. Le mec, il nous parle d'électoralisme, fils de pute, mais c'est quoi ça? De la nécessité pour les... Oui, il veut baisser. Mais les gars... Encore une fois, quand t'as des journalistes qui nous parlent de baisser les nombres de fonctionnaires ou de les mettre sur les terrains mais pas dans les bureaux, t'es encore dans cette logique de privatisation. Moi qui étais fonctionnaire, pas titulaire, hein, j'étais pas titulaire, j'étais vacataire, fonctionnaire vacataire. Dans l'hôpital par exemple, si tu mets moins de fonctionnaires hospitaliers dans les bureaux, ça va être la merde. Vraiment, ça va être la merde, genre. Et c'est là où, dans le public, les gens vont se dire que la situation est dégradée parce qu'il y a moins de fonctionnaires hospitaliers. Ils vont aller dans le privé. Et là, parce que le privé coûte cher, les mecs. Hein. Les hôpitaux privés, ça coûte vraiment cher. Ça dérange pas les journalistes, genre. L'état social, je sais pas comment on appelle ça déjà. Putain, comment on appelle ça? Un nom, ce truc. C'est comme l'Espagne. On vit dans un pays... Ah, c'est un terme qu'on apprend à l'école. Pas l'état social, mais vous l'avez Comment on appelle ça, les gars? L'état-providence. Oui, voilà, c'est ça. L'état-providence, voilà, c'est ça. Merci. Je vous aime, le chat. J'ai l'impression que maintenant, les journalistes, ils en veulent plus, les mecs. Ils en veulent plus. Genre, ils en veulent plus. C'est une logique du néolibéralisme de détruire les services publics. Mec, c'est grave, genre. Faut savoir que l'état providentiel existe encore en Espagne. L'état-providence, en tout cas, existe encore en Espagne. Mais l'Espagne se porte bien quand même. Enfin, je vois pas l'Espagne en récession. Je vois pas l'Espagne qui devient un pays du tiers-monde, j'en sais rien, mais ça a l'air de bien se passer là-bas. Faut ouvrir les marchés pour enrichir les copains. Putain, mais c'est grave hein, ce qu'ils font BFM TV. Hein. C'est très grave. C'est l'une des finalités du néolibéralisme, il a raison. De démanteler l'état providentiel. Putain. C'est rien d'avoir des services publics de qualité qui fonctionnent bien. Vous pensez véritablement que la qualité du fonctionnaire dépend des moyens dont il dispose et du nombre de fonctionnaires qui sont en travail? Il peut y avoir un problème de management, il peut y avoir un problème d'organisation, il peut y avoir un problème de motivation. De tâches. Monsieur, franchement, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais... Ça existe dans L'OCDE estime que la croissance économique de l'Espagne en 2024 a enregistré une croissance de 3,2% du PIB. Bien au-dessus de la moyenne de la zone euro. La zone euro, c'est 0,8. L'Espagne, c'est 3,2. La Banque d'Espagne a une croissance de plus 2,4. Un peu en baisse quand même. Hein. Un peu en baisse, mais c'est pas grave. La Commission européenne table sur 2,6% en 2025 et 2% encore en 2026. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, chef. Eh oui, mon gars. Et pourtant, le socialisme est bien présent encore en Espagne. Hein. Eh oui, mon gars. Eh oui. Bon, après, ils te disent que le chômage chez les jeunes reste assez élevé quand même. Donc voilà. L'Espagne affiche aussi la meilleure productivité au travail en Europe. 92% des employés se déclarent productifs. Ok. L'entreprise, vous savez, je vais être espagnol, je pense. On ne raisonne pas simplement en termes de moyens. Je veux bien, mais vous pouvez faire le management et la motivation que vous voulez. S'il n'y a pas suffisamment de professeurs devant les écoles à l'école, il va manquer des professeurs. S'il n'y a pas suffisamment de soignants à l'hôpital pour soigner les gens, vous pouvez faire le management que vous voulez. Les gens, il faut qu'ils soient soignés par des gens. Et des policiers aussi, municipaux.
Mais des policiers aussi, monsieur Barbier. Mais précisément, c'est pas moi, c'est monsieur Sarkozy, je le disais, qui a supprimé 10 000 postes de policiers quand il était président de la République. Alors, donc, pardon, moi je veux bien qu'on vienne de me donner des leçons sur ce sujet, mais en l'occurrence, il ferait mieux de balayer devant sa propre porte. Je vous le disais, on s'intéresse toujours aux conséquences très concrètes pour vous qui nous regardez ce soir, 23h12 sur BFM TV. Et Bruno, cette question qui nous vient de Nicolas à l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces fameuses niches fiscales. Ces fameuses niches fiscales, chasse à la niche fiscale, disait François Bayrou, chasse aussi au service de l'État. Et voici ce que nous demande Nicolas concernant les services à la personne. Alors, mais tant qu'elle je suis d'accord avec toi. Hein. Depuis que Javier Milei, il est venu, depuis qu'il a émergé en Argentine, il est devenu président de l'Argentine avec son fameux afuera, genre toutes les dépenses publiques, etc. Bon, je ne sais pas si l'Argentine se porte bien, hein, mais du coup, il y a plein de suceurs, genre Zemmour, les agences de l'État, qu'il a envie de démanteler. Éric Ciotti, c'est pareil. Marine Le Pen, maintenant, c'est sa nouvelle méta. Hein. La nouvelle méta de Marine Le Pen, c'est de s'attaquer aux agences de l'État avec le afuera, les libertariens, là, je sais pas quoi. Il y avait qui d'autre encore? T'as même Laurent Wauquiez qui estime qu'il y a trop de dépenses de l'État. Peut-être, les amis, alors, je vais vous dire quelque chose, mais c'est pas d'extrême droite, les gars. Peut-être qu'il y a trop de dépenses. Je ne sais pas où faut regarder exactement, mais peut-être que déjà dans les politiques, bon déjà, salaire de député, c'est un peu trop élevé. Peut-être que le personnel qui travaille dans l'Assemblée nationale, c'est peut-être un peu trop élevé. Peut-être qu'il y a trop de dépenses aussi dans les institutions de l'État. Peut-être qu'il y a trop de dépenses publiques. Peut-être. Voiture avec chauffeur, le Sénat, c'est pareil. Enfin, mec, c'est un bordel. Donc, avant de s'attaquer aux agences de l'État, allons voir déjà au cœur de la politique française comment l'argent est dépensé aussi, tu vois. Peut-être qu'on dépense trop, les mecs, hein. Peut-être qu'on dépense trop. Il faut voir comment l'argent est dépensé. Il y a peut-être un truc à regarder. Et il faut mettre l'œil, quoi. 35 000 € le fauteuil de ce gros lard de... Je sais même plus comment il s'appelle. Bruno Le Maire, pareil, où est passé le fric? Ben oui, mon gars. Gérard Larcher, pardon. Moi, je pense que s'attaquer aux agences de l'État, peut-être que c'est pas encore une priorité. C'est nos services publics, les gars, au final, hein. Eh oui, les avantages des anciens premiers ministres aussi à revoir. Mais oui, mon gars. Ils disent que tout le monde doit faire des efforts. Est-ce que eux, ils vont faire des efforts? Eh oui. Eh oui, mon gars. Hein. Est-ce qu'il y aura du changement? Oui, il y en aura. Effectivement, le Premier ministre a indiqué que les niches fiscales étaient dans le viseur. Mais pour le moment, on ne sait pas quelles niches fiscales sont concernées et à quelle hauteur. On comprend bien que en fait, ça va faire l'objet de négociations et avec le socle commun. En vrai, ça aurait été marrant que la question est concernant les services à la personne qui va payer. Signé Nicolas qui paie. Pourquoi ils auraient dû modifier un peu la question juste pour dahak, juste pour rigoler, genre. Et avec les parlementaires, donc à l'automne. L'idée, c'est... Il y a une mobilisation en amont assez forte sur ce thème-là, comme sur celui des dons aux associations. Exactement, aussi, tout le secteur associatif qui s'est mobilisé. Donc, il est resté ça va, toi. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis, par exemple, parent, j'emploie une nounou dont j'ai besoin. Ça va faire l'objet des discussions. L'objectif, effectivement, en tout cas, il y a quelques semaines, on évoquait la possibilité de réduire ces niches fiscales. Là, le Premier ministre n'a pas été aussi ferme aujourd'hui sur ce point. Il a juste expliqué qu'il voulait supprimer celles qui étaient pas efficientes. Oui. Et puis en voie d'extinction, il disait également. Voilà, il a expliqué les niches inutiles et inefficaces. Voilà, c'est ça. Qui sont dans le collimateur. Les autres... C'est lesquelles pour les personnes qui nous regardent encore une fois? En tous les cas, celle-ci, par exemple, c'est le type même de système qui risque d'échapper un peu à la coupe, aux coupes que réserve le Premier ministre. Et qui va faire l'objet de discussions, encore une fois, avec les différents parlementaires. Et ça peut être c'est un secteur qui est générateur de beaucoup d'emplois, quand même. Hein. Oui, et ça concerne surtout beaucoup de monde, beaucoup de Français qui nous écoutent. Je pense évidemment, donc là je parlais des nounous, évidemment peut-être les jardiniers pour tailler la haie. Les personnes âgées aussi, vous savez, qui font appel aussi à des aides à domicile. Il y a l'aide aux devoirs, il y a tout un tas de choses qui bénéficient aujourd'hui du crédit d'impôt. Et donc là, il y a une menace qui plane
potentiellement, Manuel Bompard, sur certaines niches fiscales, mais pas de précision au moment où on se parle de la part du Premier ministre. C'est un peu l'Arlésienne, c'est des débats qui ont lieu chaque année. Moi, j'étais en commission des finances à l'Assemblée nationale, et la mesure, elle consiste pas, pour pas faire peur aux gens, à empêcher la personne qui a une nounou à domicile de pouvoir bénéficier d'une réduction fiscale. Elle propose en particulier de plafonner la réduction fiscale, parce qu'il y a des abus où il y a des personnes qui en ont pas spécialement besoin et qui bénéficient de ce type de mesures. Bon, aujourd'hui, c'est plafonné à 12 000 Monsieur Sylvestre demandait sur quoi on pouvait faire des économies. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire sur ce sujet. Mais jusque-là, chaque année, on nous dit on va le faire et c'est pas fait. De la même manière, si vous voulez parler d'une niche fiscale, qui est la deuxième, je crois, niche fiscale la plus importante et qui est quand même un effet d'aubaine pour des grands groupes et des grandes entreprises, c'est la question du crédit impôt recherche. Les crédits impôt recherche. La moitié des subventions et des aides qui ont été recensées par le Sénat. Voilà, la moitié des 211. Je suis très cohérent. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les concentrez effectivement sur de l'aide à la recherche. Et vous en faites pas des effets d'opportunité pour des grands groupes qui ne font pas de recherche. Vous avez des exemples? Bah oui, Sanofi par exemple. Ah bah Sanofi fait de la recherche. Attendez, madame, s'il vous plaît. Enfin, moi je veux bien que vous défendiez, si vous voulez, défendez toutes les grandes entreprises. Madame. Sanofi a bénéficié de millions d'euros et de milliards d'euros de crédit impôt recherche et a diminué le nombre de chercheurs en France par 2. Donc moi je veux bien que vous trouviez que ce soit une très bonne politique que l'État vienne aider des grandes entreprises qui prétendent faire de la recherche et qui suppriment le nombre de chercheurs. Voilà, encore une fois, chienne de garde, mon gars. Chienne de garde pour Sanofi. Elle a des parts chez Sanofi, elle a des actions, quoi. Mais si vous voulez être porte-parole de Sanofi, soyez porte-parole de Sanofi. Mais en l'occurrence, excusez-moi, mais la manière avec laquelle vous répondez sur ce sujet, en soi-disant le sujet n'existe pas, etc. Alors qu'excusez-moi, c'est largement documenté, y compris en commission des finances, et pas que par la France Insoumise, qu'il y a des abus sur le crédit impôt recherche. S'il vous plaît. Bah ouais, mais en l'occurrence, là, c'est à moi qu'on coupe la parole, monsieur. Pardonnez-moi, j'étais en train d'expliquer que Sanofi, effectivement, investit chaque année dans la recherche. Très bien. Et ben là aussi, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est inviter sur votre plateau les syndicats. D'accord, ils investissent dans la recherche, mais à hauteur de combien, genre? Et ici, on vient de t'expliquer qu'il y a des chercheurs qui ont été licenciés ou ils ont fait une baisse de leur effectif. Jure, mais merci du tapin, hein. Sanofi fait de la recherche. Merci madame pour le tapin, vraiment. Hein. De Sanofi qui vous diront à quel point Sanofi a développé la recherche en France alors qu'elle a supprimé des centres de recherche depuis des années et des années. Une fois qu'on a dit tout ça, Manuel Bompard, et on aurait pu... Et on je suis venu ici pour débattre, mais c'est juste dingue en fait. C'est-à-dire vous êtes 4 à voir des annonces gouvernementales et dès qu'on vous fait une objection sur le sujet, on vous répond avec énormément d'arrogance que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'arrogance. Si, mais il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde aura vu très bien il n'y a pas d'arrogance. La manière avec laquelle vous faites le service après-vente des annonces de M. Bayrou. Voilà mon gars, voilà, service après-vente pour les spectateurs, mon gars, on l'a tous vu, chef. On l'a tous vu, t'inquiète pas, mon gars. Mais mon chat et moi, on l'a tous vu, t'inquiète pas, frère. On vous conteste et c'est ce qui vous permet de mieux affûter vos arguments. C'est un débat. C'est un échange. En 4 cas, on l'a vu, frère. Allez-y. Chacun a son avis sur la question. Manuel Bompard, donc une fois qu'on a dit tout ça, service après-vente, il a dit. Certaines annonces, parce qu'il y en a beaucoup et on va continuer tout à l'heure. Bon, censure, pas censure, il se passe quoi à l'automne? Censure, évidemment, et le plus vite possible. On a entendu tout à l'heure Olivier. Sanofi m'a volontairement rendu handicapé, donc MDR, la recherche privée. Ah ouais, il t'est arrivé quoi, mon gars? Je sais pas si tu vas en parler, hein, c'est peut-être privé, mais ouais, c'est une dinguerie, ça, quand même. Ah ouais, fort nous dire non, pas censure le plus vite possible. On fait des propositions, on fait nos propositions socialistes à la rentrée. On laisse la porte ouverte parce que ce gouvernement peut revenir en arrière. On n'est pas contre un pacte de non-censure, à condition évidemment qu'il renonce à beaucoup de ce qui a été annoncé ce soir. C'est pas la même ligne radicale. Non, et je rappelle juste, Christophe, pour les personnes qui nous regardent encore une fois, que l'équation de la censure, ce qui a coûté son poste à Michel Barnier, c'est le Front Populaire, nouveau Front Populaire, au complet incluant le Parti Socialiste. Oui. Plus le Rassemblement National. Écoutez, le Parti Socialiste et le Rassemblement National ont fait le choix au début de l'année de laisser M. Bayrou en place. Et aujourd'hui, je les entends sur les plateaux de télévision verser des chaudes larmes en disant que ce qui est proposé, c'est un carnage, une purge, etc. D'abord, ils ont une responsabilité, parce que s'il y a 15 jours, tout le monde avait voté la censure, M. Bayrou ne serait même pas là pour faire ses annonces. Est-ce que la situation serait meilleure? Au moins, il n'y aurait pas M. Bayrou qui propose le plus gros massacre social pour le pays de ces dernières années. Il y aurait peut-être un autre gouvernement, et il y aurait peut-être, pourquoi pas, si M. Macron s'était décidé
décidé à reconnaître le résultat des élections, un gouvernement dirigé par la formation politique qui a remporté les dernières élections, mais on a dit qu'on revenait pas sur ce sujet. Maintenant, vous me posez une question sur la censure. Moi, je veux bien qu'on fasse semblant, si vous voulez, qu'on peut faire une négociation avec M. Bayrou. Les lignes rouges de chacun, M. Bayrou, il les connaît. Quand il fait ces propositions-là, aujourd'hui, il le fait en connaissance de cause. Il sait à quel point ces mesures-là ne sont pas susceptibles d'avoir une majorité de députés. Il dit, je connais les risques à la fin de son discours. Très bien, donc il connaît les risques. Donc, faire croire que dans la négociation avec lui, on va pouvoir transformer ce qu'a proposé M. Bayrou en un programme qui va sortir le pays des difficultés auxquelles il est confronté. Après, écoute, il y a encore 25 ans, on mettait encore les autistes dans des centres de thérapie de reprogrammation cérébrale, sous base d'électrochocs, et c'était dans le public. Je fais partie de la dernière fournée. Alors, public ou privé, la recherche, c'est la merde de partout. Moi, je sais que la France Insoumise, dans son programme en tout cas, a envie de massivement investir dans la recherche et investir dans les technologies d'avenir. Je ne sais pas à hauteur de combien, je ne sais pas sur l'efficacité, mais c'est vrai, les gars, que... alors, vous me dites des contre-arguments, hein, mais je pense que ça reste quand même important de garder la main sur la recherche et de continuer d'investir dessus, non ? Je sais que ça coûte très cher la recherche, je suis d'accord avec vous les mecs, hein. Je suis d'accord avec vous, mais c'est important quand même de garder de l'argent public pour investir dans la recherche, pour avancer dans la science, pour avancer dans la technologie, et ne pas laisser les autres pays... parce que bon, on est dans le capitalisme, hein, donc c'est un peu de la compétition, mais il faut pas se laisser dépasser et submerger par les autres pays, genre. C'est un investissement qui est nécessaire, évidemment. C'est primordial pour assurer sa souveraineté, bien sûr. Ah, on est d'accord là-dessus. C'est quoi cette question de fou? Bah mec, je sais pas, je lis un commentaire dans le chat, il me dit que la recherche, c'est la même merde de partout, que ce soit le privé ou le public. Je pense que c'est la base d'investir dans la recherche quand même. Mais de l'encadrer correctement. De ne pas être dans des dérives, comme le dit Manuel Bompard. Après, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Moi, c'est une fable à laquelle je ne veux pas donner de l'illusion. C'est fondamental, bien sûr. Moi, je suis cohérent, je dis les choses franchement. Je pense qu'il faut censurer ce gouvernement le plus rapidement possible et que ceux qui ne le censureraient pas seraient complices de la mise en œuvre de cette mauvaise politique. Est-ce que vous allez déposer une motion de censure spontanée dans les prochaines heures ? Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de session parlementaire. Ce qui est d'ailleurs, on parlait de démocratie tout à l'heure, un autre problème. C'est-à-dire que M. Bayrou a attendu la fermeture de la session à l'Assemblée nationale. Lui, il dit qu'il est 2 mois en avance par rapport à la discussion pour faire ses annonces de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas réagir immédiatement par la censure. Moi, c'est pas ma volonté. Si vous voulez mon avis, moi, je suis prêt à ce qu'il y ait une session extraordinaire demain pour pouvoir débattre de ces mesures budgétaires et éventuellement censurer le gouvernement. C'est une demande que vous faites officiellement ce soir ? Officiellement, de toute façon, je sais très bien qu'ils vont pas le faire, donc je vais pas faire semblant. Je veux juste dire, c'est pas un problème de pas avoir envie de travailler maintenant, c'est que malheureusement, on n'a pas la possibilité de le faire. C'est pas nous qui décidons de l'ouverture d'une session extraordinaire. Dès qu'il y aura une session extraordinaire, dès qu'elle sera décidée, dès que l'Assemblée nationale reprendra ses travaux, évidemment, la question de la censure sera posée sur la table. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir été avec nous. Et je le rappelle, pour les personnes qui nous rejoignent, ici, on débat. Chacun a évidemment ses idées. On débat, mais en tout cas, c'était le service après-vente, mon gars. Hein. Notre rôle aussi est de ramener du contexte dans tout ça. Mais évidemment, votre parole, comme celle de tout le monde, s'exprime ici beaucoup sur BFM TV. Putain, regardez-moi, ils sont là, les 4 fantastiques, les mecs. Regardez-les, les chiens de garde, les chiennes de garde. Regardez-moi la tronche de ce quatuor. Non, c'est n'importe quoi quand même, hein. Vraiment, merci, hein. Les 5 doyens. Là, ici, le Gorosei.